C'est au moins plus de la moitié de ma vie que je fais. Quand je vous parle des dialogues, soyez les premiers à me connaître. Parce que s'il n'y a pas de dialogue, méfiez-vous des frustrés politiques. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Ivoiriens, nous qui avons souffert pour tous les propos, je le dis comme ça. Méfions-nous des frustrés politiques. Parce qu'un homme politique engagé avec un projet pour changer un pays est différent des frustrés politiques. L'homme politique engagé qui a un projet politique, malgré ce qui existe là, il s'oppose. Il veut que les choses changent pour mettre en application son projet. On le met en prison, il sort, il continue. Celui-là, c'est un engagé politique. Le frustré politique, il est arrivé au pouvoir. Il a dit tout ce qu'on peut nous dire pour nous humilier. C'est ça. Pour nous mettre en prison. On nous met en prison, il dit c'est très bien. C'est très bien. On est en exil. Il dit mais si c'est le poignet, il n'a qu'à venir. C'est ça. Aujourd'hui, c'est tout de la même façon. Et papa ne lui a pas donné les bonbons qu'il espérait. Il dit de papa. Et puis il vient vers toi. Oui, c'est lui qui a la vie. Et puis de ton partenaire, c'est 100 mois. C'est 100 mois. De ce mouvement qui a été souvent vu comme un mouvement de soutien à Laurent Gbagbo, un parti politique indépendant de Laurent Gbagbo qui a d'une certaine manière créé un froid avec le FPI historique qui est aujourd'hui en partie le PPACI. Est-ce que c'est pas le fait de s'installer comme une sorte de concurrent politique pour ceux qui étaient d'abord des parrains? Vous savez, M. Kwabon, si je veux commenter cette situation, on ne va pas s'en sortir. Parce que tout de suite, vous venez parler de Dioum Soro, qui est en alliance avec le président Gbagbo aujourd'hui. Vous voulez que je pose des questions là-dessus? Oui. Au regard de notre histoire restante? Oui. Non, pour tout le respect que j'ai, non, je préfère m'arrêter là. Parce qu'il est possible de commenter le fait que celui celui qui a été renversé s'allie avec celui qui l'a renversé au prix de milliers de morts. Il est possible de commenter. C'est pourquoi je dis je préfère m'arrêter là. C'est pas une absence, une absence de courage politique de ne pas parler de ce dont tout le monde parle. Non, c'est le respect que j'ai pour Laurent Gbagbo. Vous voyez, je l'ai toujours considéré comme mon père. C'est moi qui l'ai dit. Personne ne m'y a obligé. Et je ne veux pas, au travers des micros, le rabaisser ou démontrer qu'il a eu telle ou telle faiblesse. Je ne veux pas du tout cela. Ça veut dire que depuis la CPI jusqu'à maintenant, j'ai observé cela. Vous savez, quand je suis arrivé à la CPI, il y avait tellement de rumeurs. Tellement de rumeurs. Vous m'y avez rendu visite. Oui. Vous avez été choqué ce jour-là, je me rappelle. Vu tout l'armada des gardes, des pénitentiaires qui étaient autour de nous, qui nous empêchaient même d'avoir une conversation. On m'avait dit, cher ami Charles, je suis choqué. C'est dans cet univers-là que je vivais. Je n'étais pas en vacances. Et le pari que je m'étais fait, c'était écoute, fasse que le malheur de ce monsieur ne vienne pas par toi. Je ne pensais même pas à moi. Je ne pensais même pas à moi. Je voulais conserver toute ma force et affronter cette difficulté-là pour ne pas que le système international de la Cour pénale m'utilise pour pouvoir condamner le président Gbagbo. Théo, je l'ai fait et je suis fier
fier d'avoir résisté et d'avoir traversé ce désert-là. Voilà ce qui est important pour moi. Le reste, ce sont des guerriers qui ne m'intéressent pas. En fait, le fait de ne pas commenter l'insertion du mouvement de Guillaume Soro, du parti de Guillaume Soro dans Trop c'est trop, de cette manière, ça veut dire que vous n'approuvez pas forcément. Moi, j'ai toujours eu du respect pour le choix que les autres ont de chercher leur chemin, de le trouver. Et j'évite de m'ériger en juge des autres. Faire la police derrière le choix des autres, je m'interdis cela. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je fais. C'est moi ma posture qui me combe. C'est ma posture qui m'engage. Je fais en sorte de ne pas déranger les autres, mais de construire mon chemin. Alors votre mouvement, le COJEP, est membre de la coalition CAPSI, dirigé par Tidjane Thiam, le président du PDCI, et dont Simone Yves Gbagbo, l'ancienne épouse de Laurent Gbagbo, aujourd'hui divorcée, a été en quelque sorte la cheville ouvrière. CAPCI n'est-il pas mis de côté avec l'émergence du front commun entre le PDCI et le PPACI, le PDCI de Thiam et le PPACI de Gbagbo? Le problème en Côte d'Ivoire, c'est que tout le monde veut rentrer dans l'unanimisme. Quand vous n'êtes pas avec l'un, c'est que vous êtes contre lui. Ce n'est pas ça la politique, ce n'est pas ça la démocratie. Nous nous battons pour que tout le monde s'exprime. Nous nous battons pour que la pluralité ait droit de vie. Alors, le PDCI-RDA est un parti politique responsable. C'est le plus vieux parti d'ailleurs. Ils sont allés signer un accord avec un autre parti politique. Mais ils savent ce qui est. Moi, je ne connais même pas le contenu de cet accord. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Je ne sais même pas quand ils ont commencé à discuter pour aboutir à ça. Parce qu'un tel accord, ça ne se prépare pas en 48 heures. Vous voyez, donc les autres composants de CAPSI ont été écartés de ces négociations. Moi, en tout cas, je n'ai pas été informé, mais je n'en fais pas un problème du tout. Je respecte le choix. Et puis, je ne veux pas qu'on règle des comptes sur des plateaux de télévision. Quand on s'est mis ensemble, un objectif était très clair. Aboutir à un dialogue politique pour créer les conditions d'une élection inclusive, transparente, et puis voilà la révision de la liste électorale. Ce n'était même pas une coalition à but électoral. Et donc, ils sont libres de toujours chercher là où ils pensent peuvent trouver leur bien pour les partis. Pour le reste, moi, je ne veux pas rentrer en conflit avec qui que ce soit. Je continue mon chemin. Mais les sous-entendus sont source de malentendus. L'opposition ne court-elle pas le risque de la désunion face à un pouvoir qui a déjà beaucoup de leviers avec cette multiplication de coalitions, de fronts, etc. Il ne faut pas adouber cette thèse de ce que si l'opposition n'a pas un candidat unique, elle perd. J'arrive. Oui, parce que quand vous parlez d'uni, et de voilà, je vous ramène. Le cas aujourd'hui qu'on prend en exemple, c'est le cas sénégalais. L'opposition traditionnelle sénégalaise n'a jamais soutenu Ousmane Sonko dans son combat contre le régime de Macky Sall. D'abord cela. Deuxièmement, quand il sort de prison et l'élection a lieu, il y avait 16 candidats. 16 candidats au Sénégal. Le seul parti qui avait un seul candidat, c'était le parti au pouvoir. Tous les autres 15 ou 14 étaient des candidats de l'opposition. Ça n'a pas empêché celui que les Sénégalais ont considéré comme celui qui porte un projet, qui apporte des réponses à leur quotidien. C'était donc Pastef. Ils l'ont voté. Les autres l'ont boycotté. Donc je veux dire, ce qui est important aujourd'hui, c'est comment on porte un projet qui apporte des réponses à ce que les Ivoiriens espèrent. Sinon, vous voyez que tel que c'est, il ne faut pas se faire d'illusions. Ça va être difficile. Il y a des problèmes politiques, mais il y a aussi des problèmes de personnes. Mais justement, sans ces problèmes personnels que vous ne voulez pas aborder, mais c'est l'éléphant dans la pièce de l'opposition ivoirienne, de l'ancien FPI, le fait que Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo ne peuvent... Moi, ça ne me concerne pas, ça. D'une certaine manière, parce que vous êtes membre de CAPSI. Oui, moi, ça me concerne. Ce qui me concerne, c'est comment je porte un projet avec d'autres Ivoiriens qui partagent la même vision que moi, pour qu'on puisse aller à la conquête du pouvoir d'État dans un environnement propice à une élection inclusive, une élection transparente, apaisée. Une élection où vous ne pouvez pas être candidat. C'est pas grave. Je ne redis pas tout à ma personne. Mais vous allez choisir un candidat. Je l'ai toujours dit, ce n'est qu'une ambition. Mais je ne suis pas prêt à réaliser mon ambition en marchant dans le sang des Ivoiriens. Mais pour 2025, vous choisirez un candidat?
là, en juin, nous sommes encore à près de 4 mois et demi d'élection en Côte d'Ivoire. J'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps d'abord de me battre pour que je sois inscrit sur la liste électorale. Pas une voie diplomatique, pas une voie du dialogue, parce que c'est mon choix que j'ai fait. Je me bats pour que la voie du dialogue puisse triompher sur la voie de l'affrontement. Si nous pouvons avoir un accord minimal sans passer par la confrontation physique, c'est tant mieux pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que je me bats. Et pour cela, j'interpelle toujours et l'opposition et le parti au pouvoir. Mais celui dont la signature engage aujourd'hui la Côte d'Ivoire, c'est la signature du président Alassane Ouattara. C'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire. Je lui demande donc de prendre de la hauteur et de faire en sorte de convoquer cette sorte de conclave, on appellera comme on veut, mais il faut que l'opposition et le parti au pouvoir puissent s'asseoir pour pouvoir éviter à la Côte d'Ivoire un autre conflit pré- ou post-électoral, c'est selon. Alors, en ce qui me concerne, moi je suis d'une génération qui va certainement tracer ce que l'on appelle la troisième voie. On n'est pas loin de là. Les initiatives qui prennent, on me voit pour le moment loin de là, mais nous nous organisons. Et nous ne faisons pas beaucoup de bruit autour, mais ce moment arrive. Alors, parlons un peu de vous. Comment vous remettez-vous des longues années d'incarcération que vous avez subies et qui étaient très très difficiles? C'est pas facile, je dois vous l'avouer. Je ne veux pas jouer le faux héros. Sauf que je n'aime pas pleurnicher. Même depuis le banc des accusés, je faisais toujours d'avoir une posture correcte d'un combattant. D'autres même disaient, mais regardez comment il est bien habillé. Il pleure jamais, il n'est pas triste, il aime être en prison. Où allez-vous trouver quelqu'un qui est en prison, qui aime aller en prison? Non, sauf que je suis un combattant, je m'assumais et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, quand je rentre en Côte d'Ivoire après mon acquittement, même avant de rentrer, j'ai dû attendre des années pour avoir un passeport qu'on obtient en 3 mois. Sauf que, maximum quand on est à l'extérieur, en 3 jours quand on est en Côte d'Ivoire. Sauf que je finis le procès avec la Cour pénale internationale où je suis acquitté et mes anciens compagnons de lutte, pendant que je suis entre les griffes du système international, vont me coller un autre procès. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne me lâchent pas. C'est-à-dire? Pour des raisons qu'ils connaissent. Ils m'accusent de ce que je ne suis pas. Un procès en trahison. Tout à fait. Et jusque-là, alors, c'est moi qui suis retenu à la CPI pendant que mon mentor est rentré en Côte d'Ivoire. C'est moi qui n'ai pas eu de passeport pendant que mon mentor a eu son passeport, il est parti. C'est moi qui suis encore condamné à 20 ans. Nous étions 4 à faire l'objet d'un mandat contre la Cour pénale internationale, de la part de la Cour pénale internationale. Le président Gbagbo lui-même, son ex-épouse Simone Gbagbo, l'ancien commandant de la garde républicaine de Goblé, Bruno, le général, et moi-même Charles Blé Goudé. Tenez-vous bien, le président Gbagbo est gracié par le pouvoir Ouattara. L'ancienne première dame Simone Gbagbo, elle est amnistiée par le même pouvoir, contre dégeler tout. Le président Gbagbo également contre dégeler tout. Le général de Goblé, gracié, le même avantage. Tous les pro-Gbagbo rentrent en Côte d'Ivoire, leurs comptes sont dégelés, ils sont amnistiés ou graciés, c'est selon. Et moi, je suis encore condamné à 20 ans. Une épée de Damoclès sur ma tête. Mes comptes gelés, radiés de la liste électorale. Et c'est moi qu'on accuse de trahison. Je dis, quand il s'agit de moi, j'ai l'impression que les gens mettent leur cerveau en location. Parce qu'un deal avec un pouvoir ou qui que ce soit, juridiquement, c'est considéré comme un contrat pragmatique où chaque parti a un avantage. Quel est mon avantage dans le pouvoir, dans ce contrat? Que je sois condamné à 20 ans, que je ne puisse pas me présenter à l'élection présidentielle, radié de la liste électorale, que mes comptes soient gelés. Même mon assistante, qui a 36 000 francs CFA dans son compte. Tout récemment, elle est partie en Côte d'Ivoire. On lui dit, va voir le procureur. C'est vous, la César Blé Goudé. Votre compte est gelé aussi comme celui de votre patron. Alors, je comprends que c'est de l'adversité politique. Mais moi, je voudrais dire ici, je ne suis pas candidat à cet héritage-là, comme il laisse construire mon chemin. Voilà. Alors, donc, c'est pas facile. Dans un tel environnement, il est difficile d'évoluer, mais moi, j'aime bien l'adversité, sauf qu'il faut que ce soit loyal, quoi. Alors, quelle Côte d'Ivoire avez-vous retrouvé après votre longue absence? Qu'est-ce qui a changé? Une Côte d'Ivoire qui vit une paix apparente, où le feu couvre, où les
les uns les autres attendent le bon moment pour la revanche. C'est ce que j'ai constaté. Où un silence est mal interprété comme un acquiescement. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi moi je plaide, je me bats aussi. Je vais sur le terrain pour pouvoir rencontrer et parler avec les uns les autres pour qu'ils puissent s'exprimer afin qu'on sache où se trouve le mal. Le mal de la Côte d'Ivoire, c'est l'élection, qui aujourd'hui est devenue comme une pandémie qui réapparaît tous les 5 ans Et qui tue. Or, ce n'est pas comme ça que moi je conçois la démocratie. L'élection présidentielle, c'est un lieu soit de sanctions, soit pour adouber. Après avoir évalué ce qu'on a confié à l'autre, notre santé, notre éducation, notre économie et notre développement de notre pays. Est-ce qu'il a bien fait? Ok, on continue avec lui. S'il n'a pas bien fait, on passe à autre chose. Ce n'est rien d'autre que cela, mais nous l'avons transformé en des conflits. Aujourd'hui, les menaces ont commencé sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas comme ça que moi, c'est cette Côte d'Ivoire-là que moi j'ai trouvé. Et je vais essayer de me participer pour qu'on passe à autre chose. Et justement, parlons de l'Afrique de l'Ouest. Quel regard portez-vous sur l'Alliance des États du Sahel? C'est une donnée qui n'existait pas il y a quelques années. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso se sont mis ensemble dans une approche qualifiée de panafricaine. Vous êtes le président du congrès des panafricains. Quel est le regard que vous portez sur ces expériences-là qui sont souvent critiquées pour leur absence de démocratie ou bien louées pour leur désir de s'émanciper de la tutelle française et occidentale? Avant d'abord de juger le pouvoir qu'ils exercent, il faut aller interroger la cause sans justifier un coup d'État. Il y a un vent qui souffle en Afrique ouest. C'est cette aspiration au changement. C'est cette aspiration à l'autodétermination. Parce que nos indépendances ont été mal négociées. Elles sont apparentes. Donc il y a des générations nouvelles qui n'acceptent pas des dictats et qui veulent que l'Afrique soit autrement. C'est un processus que l'on ne peut que retarder, mais que personne ne peut arrêter. Plus rien n'est plus comme avant en Afrique. Alors, les pays estiment que leur intérêt ne se trouve plus bien géré au sein des organisations régionales ou sous-régionales mises en place, notamment la CEDEAO. Ils la quittent et s'organisent autrement. Moi, je ne suis pas de ceux qui veulent les blâmer. L'Angleterre a quitté l'Union européenne. L'Angleterre n'est pas en conflit avec la France, ni avec l'Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autres pays de l'Union européenne qui sont restés au sein de l'organisation ont commencé à négocier des passerelles avec l'Angleterre. L'accord a été conclu. Parce que de part et d'autre, il y a des mouvements financiers, mouvements économiques, mouvements humains aussi, et des intérêts s'entrechoquent. Donc le monde aujourd'hui est interconnecté. Il faut trouver un minimum d'accord entre la CEDEAO et l'AES qui est aujourd'hui devenue une réalité vivante. Au lieu de rentrer en conflit, vu que des échanges ne sont pas évitables, nous qui avons le port d'Abidjan, les pays de l'Interland sont nos clients. Comment on fait? Mais les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel ne sont pas avares de critiques vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est leur droit. On critique toujours. Ce n'est pas parce qu'on même un partenaire, on le critique. Même un partenaire, on le critique. La France critique les États-Unis critiquent la France. Et l'Europe même en général. Mais est-ce qu'ils ont rompu? Ils commercent toujours. Voilà la différence entre ces autres pays et nous, qui sommes toujours poussés par l'émotion. Voilà ce que je veux dire. Et quel regard vous portez? Est-ce que les États-Unis ont arrêté de commercer avec l'Iran? Est-ce que les États-Unis ont arrêté de commercer avec la Chine? On connaît l'histoire entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que les États-Unis ont arrêté et cessé de commercer avec la Russie? Malgré tout ce qu'ils reprochent à la Russie. Voilà. Donc comment on ne transpose pas nos ressentis en tant que personne sur les intérêts des États? C'est à cela que moi j'appelle nos pays africains. C'est ensemble qu'on peut grandir. Même si on ne voit pas la même chose, mais au moins on peut préserver les intérêts des uns et des autres. Mais en fait, ces pays de l'AES critiquent la Côte d'Ivoire parce qu'ils estiment qu'elle est trop inféodée à la France. C'est leur droit, c'est pas nouveau. Mais est-ce que c'est vrai? Bon, moi je ne suis pas à leur place. Donc je dis, est-ce que c'est vrai que la Côte d'Ivoire est trop inféodée à la France en 2025? Je ne parle pas en termes d'inféodé.
savez, j'ai utilisé ces mots. Ce combat, c'est moi qui l'ai commencé. En tout cas, moi, j'ai pris mon matelas. Je suis allé devant le 43e BIMA, le camp militaire français. J'ai pris mon matelas. Je suis allé devant... Et les dirigeants de ces pays, certains étaient adolescents pendant que vous faites... Voilà, devant l'ambassade de France. Mais quand je le faisais, on me traitait d'un petit voyou. Et c'était à ces pays que s'adossaient ceux qui attaquaient la Côte d'Ivoire. Et qui me voyaient. Donc aujourd'hui, s'ils ont compris, et j'ai dit c'est tant mieux, que l'Afrique a besoin d'exister par elle-même et pour elle-même. Mais pour moi, sans rejeter les autres.